le retour, si je puis dire. Il nous manque 1 milliard d'emplois aujourd'hui et je vais vous montrer qu'il va nous en manquer beaucoup plus à l'avenir. Et cette question-là, elle est absolument fondamentale. Elle est absolument fondamentale et elle est peu abordée parce que la plupart des personnes considèrent que le travail n'est pas un marché internationalisé. Voilà, ce qui est évidemment une erreur. Qu'est-ce qu'un emploi? C'est un vrai problème. Est-ce qu'une femme qui achète un paquet de cigarettes et vend les cigarettes à l'unité et que ça fait sa semaine, est-ce qu'elle a un travail? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a un emploi? Donc la question de la définition déjà et donc des statistiques est totalement illusoire. Et donc on est obligé de considérer que les vraies statistiques de l'emploi, ce sont celles de la pauvreté. La Banque mondiale considère qu'il y a 1,3 milliard d'extrêmement pauvres, selon le vocable, c'est-à-dire qui n'ont pas 1 euro par jour et par personne, qui est considéré comme le seuil de pauvreté internationale, ou de l'extrême pauvreté internationale. C'est sans doute par ces statistiques très grossières qu'on arrive à cerner la question de l'emploi. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'a pas la capacité de vivre du travail qu'il fait, parce que tout le monde travaille dans les pays du Sud, ils ne sont pas payés, ou peu payés, mais tout le monde travaille. Et la notion de chômeur est une notion qui est administrative, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, on est considéré comme chômeur, on a un statut, et on a éventuellement des avantages qui vous viennent, mais s'il n'y a pas de politique de l'emploi, s'il n'y a pas ces avantages, évidemment, une paysanne de la République du Congo ne va pas aller à Kinshasa chercher un ministère, une politique, etc. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est une situation conjoncturelle, ce milliard d'emplois qui nous manque? Est-ce qu'on va aller vers du mieux? Alors, j'ai fait une petite prospective très, très artisanale, mais elle n'a pas été contestée. J'ai fait des articles dans les revues qui sont tout à fait respectables, et personne n'a critiqué ces chiffres qui sont pourtant évidemment des larges estimations. Il est impossible de savoir combien on va créer de travail même dans les 6 mois qui viennent, et a fortiori d'ici 2050. Par contre, c'est pas très compliqué de savoir de combien on aura besoin d'emplois pour faire travailler tout le monde en 2050. Il y a 3 chiffres importants. Il y en a un qui est celui que je viens de citer, c'est-à-dire déjà les exclus d'aujourd'hui. Le mieux ce serait qu'ils aient le plus vite possible accès à l'emploi. Et donc là, le chiffre de 1,3 milliard à 300 millions, c'est le chiffre de la pauvreté que j'ai pris. Et ça tient compte des enfants et des personnes âgées. Le ratio pour passer de la totalité de la population à la population active, c'était cette tranche de 15-65 ans. Aujourd'hui, c'est 2 tiers actifs, 1 tiers non actifs. On considère qu'il y a 26% d'enfants de moins de 15 ans dans le monde et je crois 8%, 9% ou 7% de personnes qui ont plus de 65 ans. Voilà. Et donc le reste, 66%, c'est 65%, donc c'est des personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là, et par conséquent, ça nous fait 850 millions de personnes qui ne demandent qu'à travailler dès aujourd'hui. La démographie, c'est une prospective qui est assez fiable. Les démographes considèrent qu'ils ont des chiffres assez valables. On considère qu'on sera 2 milliards de plus en 2050. Certains disent que c'est sous-évalué, d'autres pas. Enfin bon, prenons ce chiffre. De toute façon, on n'est pas à 500 millions près, je vais tout de suite. Donc, ça nous fait 2 milliards avec le coefficient pour arriver aux personnes actives, ça nous fait 1,3 milliard de personnes qui arrivent sur le marché du travail, pas simplement la croissance démographique. Donc c'est une balance. Nous, moi en tout cas, on va mourir, donc ils vont naître, et simplement on sera 2 milliards de plus en 2050. Enfin, le troisième chiffre qui est important, c'est la destruction de travail. Je ne parle pas de la création de travail, je vous en dirai 2 mots après. La destruction de travail. Alors, la destruction de travail, c'est évidemment plus compliqué. Vous avez si
le gros flux, c'est effectivement la sortie de l'agriculture. Hein. Vous avez aujourd'hui 40% du travail mondial est agricole aujourd'hui, paysan. Ça fait près de 2 milliards 800 millions, 2 milliards 900 millions. Ce sont toujours des personnes qui sont dans la production agricole et essentiellement, il y a 70% des exploitations à l'échelle du monde qui ont moins d'un hectare. Donc on est dans du tout petit globalement. Voilà. Et donc l'ensemble du système de conseil à l'agriculture, des grandes institutions internationales, Banque mondiale d'abord, FAO après, l'ensemble des grands pays prescripteurs aussi, pousse à une agriculture à 3% de paysans. Le modèle qui est vulgarisé, qui est poussé, qui est recherché par les chercheurs, etc., c'est une agriculture à 3% de paysans, c'est-à-dire une hémorragie de 2,6 milliards de personnes si cette politique devenait un marché. Voilà. Et donc ça nous fait 1,7 milliard de paysans qui vont arriver sur le marché du travail dans la tranche d'âge, toujours 15-65 ans. Et donc au total, ça nous fait pratiquement 4 milliards d'emplois qu'il faudrait créer d'ici 2050. Voilà. Donc ce chiffre est colossal. Un dernier petit mot historique pour l'anecdote aussi. C'est un historien qui s'appelle Philippe Fabry qui a écrit un bouquin et un article qui dit que dans l'histoire humaine, il n'y a jamais eu cette situation où il y aura un tel décalage d'offres d'emploi, de demande d'emploi plutôt, d'offres de travail. Ça n'existe pas. La seule comparaison qu'il fait, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome, l'Empire romain. Quand l'Empire romain a été très conquérant, il a produit donc une masse d'esclaves très importante. Ces esclaves ont été utilisés et ont remplacé les citoyens romains. Et les citoyens romains se sont trouvés sans travail puisque la main-d'œuvre servile était moins chère, relativement plus docile, etc. Donc une situation assez comparable aux prolétaires qui arrivent sur le marché du travail, démunis de tout, prêts à travailler dans n'importe quelle condition de droit et de rémunération. Et donc, alors il continue la démonstration en disant que les citoyens de Rome étant puissants politiquement, compte tenu du système politique, ils ont obtenu que l'État les aide. Donc, Rome est rentré dans une politique d'assistance, une situation d'assistance. Et par conséquent, alors lui, peut-être qu'il y a un biais idéologique là-dedans, il disait, au fond, la situation de l'Empire romain a commencé à décliner parce que la société romaine était devenue, n'innovait plus, était conservatrice, était revendicatrice, etc. Comment je suis dans la situation de quelqu'un qui parlerait de la finance dans un monde qui n'a pas compris que la finance était internationalisée. Vous voyez, je suis face à des gens qui... j'explique ça tout à l'heure, par exemple, même vous avez peut-être 50% des économistes qui considèrent que le marché du travail n'est pas internationalisé, qui vous expliquent que parce qu'il y a des lois anti-migratoires, il n'y a plus de... Voilà, c'est segmenté, il n'y a plus un marché mondial. Bon, c'est évidemment, d'abord, on sait très bien qu'il y a de l'immigration. Deuxièmement, on sait très bien que si ce n'est pas les hommes qui bougent, c'est les économies, les activités économiques qui se déplacent. Et même si rien ne bouge, la situation du marché du travail à Jakarta a un impact chez nous parce que ce qu'ils produisent est en concurrence avec ce qu'on produit. Donc évidemment, il y a un marché international du travail. Mais c'est quelque chose qui n'est pas... n'est pas d'emblée accepté et qui est craint. Notamment, je parle des syndicats, j'ai parlé beaucoup avec les syndicats sur ce genre de chiffres et d'analyses. Ils disent oui, c'est vrai, etc. Mais bon, parce qu'ils veulent avoir en face d'eux un ministre de l'Emploi qui est responsable de la situation, qui dans sa campagne électorale, je parle voire d'un président, voire d'un Premier ministre, a dit on va régler le problème, celui-là comme d'autres, hein, parce que c'est quand même pour l'ensemble du monde la question de l'emploi est la première des préoccupations. Je veux dire, si vous faites des études partout dans le monde, vous avez, sauf peut-être, je sais pas, à Dubaï, mais que vous avez une conscience, une peur de ce problème de l'emploi, parce que c'est le revenu, c'est quand même le mécanisme pour vivre. Et donc, ça voit que le premier sujet, on ne veut pas le concevoir comme international, on veut que ce soit résolu par
résolu par les gens qu'on a en face de soi, etc. Quel scénario tendanciel, enfin, si on considère qu'effectivement on a cette croissance démographique qui continue, cette arrivée de centaines de millions de paysans sur le marché du travail, voire d'autres catégories, voilà. Alors, en fait, c'est des scénarios, enfin, c'est des lignes d'évolution, et en fait, elles sont déjà actuelles. Elles sont assez terribles, mais elles sont quand même déjà actuelles. La première ce que j'ai mis là, j'ai parlé de confinement et de destruction des pauvres via les régulations naturelles. Je pense que c'est... Alors là, j'ai parlé du Moyen-Âge. Vous savez qu'au Moyen-Âge, autour de 1350, on a eu en même temps la guerre de 100 ans qui démarrait, la peste noire et les grandes famines frumentaires. Bon. Et la population européenne entre 1350 et 1450 a baissé entre la moitié et les 2 tiers selon les pays. Donc voilà, les trois à la fois, hein, les trois fléaux. Donc c'était aussi une forme de régulation démographique. C'est une forme de régulation démographique parce que le Moyen-Âge finalement a vécu de l'extension de l'agriculture, mais l'extension en espace, la conquête des forêts, etc. Il y a eu effectivement aussi un XIIIe siècle assez brillant, il y a eu effectivement des inventions. Il y avait d'ailleurs un assez beau livre qui s'appelle La Révolution industrielle au Moyen-Âge, pour dire qu'elle ne s'est pas faite, mais qu'il y avait tous les éléments. Et même au niveau à l'époque de Rome, c'est cet auteur que j'ai lu qui dit des choses intéressantes, disait qu'il y avait en germe déjà tout ce qu'il fallait pour avoir une énergie qui permette de développer une économie quasi industrielle. Bon, ça c'est pas fait. Et donc il y a eu la croissance démographique a continué et l'exploitation de l'espace était devenue limitée. Le système de production ne correspondait plus, l'exploitation des ressources ne correspondait plus à la démographie. Bon, j'ai dit ça, mais aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde de près, effectivement, ces politiques antimigratoires, le fait que, évidemment, le symbole des bateaux, de la Méditerranée, des murs, etc., il y a cette volonté de maintenir la pauvreté là où elle est, essentiellement, voilà, donc je ne fais pas de jugement moral, il y a une espèce d'antidote social qui pousse à ça, et effectivement, voilà, il y a une sorte de... Il y a cette tendance-là qu'on retrouve dans nos politiques. Voilà. Le deuxième scénario, c'est une très forte redistribution des revenus, puisque le travaillera, ceux qui ont une rémunération du travail, ceux qui ont une rémunération du capital, etc., soient ponctionnés sérieusement pour permettre aux autres de vivre. C'est en partie ce qu'on fait à travers nos politiques sociales, hein, c'est clair, mais il faut regarder les chiffres en face. En France, je crois qu'on est à 45% ou 44% du PNB qui passe par l'impôt, d'une manière ou d'une autre, sans compter les comptes sociaux, hein, les sécurités sociales qui sont aussi qui sont à comptabiliser dans la politique de redistribution. Donc on est au-delà de 53 ou 4% de redistribution. Au niveau international, on a 0,3% du PNB des pays développés qui est redistribué. Il y a des choses intéressantes, d'ailleurs j'ai mis aux Vallon parce que souvent il dit des trucs bien, il fait la différence entre une société de charité, donc nos 0,3%, donc on aide à droite, à gauche, on fait des projets, des choses, mais voilà, à une société de solidarité où finalement il s'agit de donner accès aux droits, hein, pas chaque individu, mais bon, un droit à l'éducation, un droit à la santé, un droit à la culture, ça fait partie de notre contrat social. Voilà. Bon, donc à l'échelle mondiale, on n'est pas du tout dans cette situation-là.
Néanmoins, c'est une solution, quoi. C'est une réponse possible, et on sera peut-être amené à créer, par exemple, une fiscalité internationale, des taxes internationales. C'est un débat où je participais. Le troisième axe possible face à cette pénurie, ce serait le partage du travail, puisqu'il nous manque de l'emploi, puisque d'une certaine manière, on a la chance d'avoir une productivité du travail qui monte, on a la chance d'avoir des machines intelligentes, on a la chance de vivre cette situation. On pourrait imaginer qu'effectivement, ça se traduise par une réduction du temps de travail. Il y a des gagnants et des perdants. Je veux dire, on est en général, là où tout le monde gagne, on n'en parle pas, ça se fait tout seul. Et à partir du moment où il y a des résistances, etc., c'est que ça frotte. Alors évidemment, la mondialisation, c'est l'organisation d'une compétition internationale. Vous voyez, c'est ça la base. Hein. C'est-à-dire qu'on rompt les frontières, les obstacles, on crée le marché mondial. Voilà, le marché mondial. Et donc on met en place des compétiteurs qui sont de statut, de catégorie, de puissance, complètement différents. Donc forcément qu'il y en a. Et que la mondialisation, bon, bien sûr, il y a de l'innovation qui crée de la valeur, mais il y a aussi de la concentration. Vous voyez ? Alors dans l'agriculture, c'est très net, parce que le marché foncier, par exemple, on ne crée pas de la terre. Je veux dire, il y a la terre qu'il y a. Si vous avez, ce que je disais en démarrant, si vous êtes dans une zone où les exploitations ont 1,5 hectare, c'est sûr que si on veut faire du 25 hectares, la concentration entraîne de l'exclusion. Voilà. Donc dans l'agriculture, c'est clair et net, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, il y a des... Alors c'est ce qui rend aussi assez difficile à l'intérieur de l'agriculture, vous me posez la question, parler avec les syndicats agricoles, donc ça dépend lesquels, puisqu'il y a toujours deux tendances à peu près dans tous les pays. Il est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une grande ferme qu'une petite. Donc il y a une espèce de logique à... Et donc finalement, le départ des agriculteurs n'est pas quelque chose qui est considéré comme très négatif par les syndicats agricoles dominants. À partir du moment où il y a des politiques sociales qui récupèrent, où il y a de la formation, et je ne sais pas quoi, ils ne veulent pas parler de ce truc-là. Voilà. Bon. Voilà. Donc, dans l'agriculture, c'est clair que... Alors, dans l'agriculture, je ne sais pas si on reviendra sur ces choses-là après, mais il y a un autre élément qui est tout à fait particulier, c'est qu'il n'y a pas d'économie d'échelle dans la production agricole. Je veux dire, il y a entre 3000 exploitations d'un hectare et une exploitation de 3000 hectares, on produit plus dans les 3000 d'un hectare. Hein. Il y a une productivité pas du travail, au contraire, mais de l'hectare qui est beaucoup plus forte. Voilà. Donc c'est les mêmes produits. On produit des carottes, on produit du blé, c'est pas comme l'aéronautique. Voilà, on peut effectivement avoir des outils particuliers, etc. Mais bon, à partir du moment où vous travaillez à plein temps, il n'y a plus d'échelle. Par conséquent, c'est complètement absurde la concentration. Il n'y a pas de raison vraiment de concentrer pour la collectivité, j'entends. Hein. Mais pour soi, si vous êtes agriculteur, bien sûr, il vaut mieux avoir 3000 hectares qu'un hectare. Voilà, c'est clair. Je pense qu'on a introduit la question de l'emploi dans l'agriculture sérieusement. Parce que autrefois, c'est l'emploi, non, c'était... On parlait de la mécanisation, mais on parlait pas de cette question-là, des exclusions telles qu'on en a parlé là. Alors, j'essaye de dire un peu sur quoi et comment agir pour rééquilibrer ce marché international du travail. Comme vous l'avez compris, je pense que l'état du marché du travail, notamment international, est vraiment un indicateur très central dans la réflexion qu'on doit avoir. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un carrefour de toute la réflexion économique, sociale, etc. Donc, moi, je reprends d'abord les flux là, que j'ai identifiés tout à l'heure. Bon, évidemment, on n'a pas parlé de la création d'emplois.
mais c'est fondamental, il n'y a pas à ralentir quoi que ce soit, il faut accélérer. Je n'ai pas, pas fait ce raisonnement pour dire, pour minimiser ça, donc c'est très important. Bon, où les créer, dans quelle géographie, dans quel secteur de l'économie, dans quel type, alors évidemment, voilà, c'est souvent des emplois qui ne sont pas, pour les gens qui sont en difficulté, qui ne sont pas très qualifiés, etc. Bon, je reviendrai un peu là-dessus, je n'insiste pas tout à l'heure, je reviendrai dans 2 minutes là-dessus. Alors, en fait, je pense que quand même le vrai problème, c'est s'attaquer au logiciel de la mondialisation. Bon, pas tellement, bon, j'étais assez mêlé à tous les mouvements anti-alter, etc., de par mes fonctions coordination sud, etc., mais je crois que bon, la mondialisation, elle est là, de toute façon, on ne peut pas imaginer qu'on va la faire disparaître, d'autant qu'elle a parfois les bons côtés, souvent même des bons côtés. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que cette relation entre la mondialisation et le territoire, parce que je crois que l'origine, le fondement de la mondialisation, c'est d'avoir largué les amarres territoriales. Je veux dire, le proto-banquier vénitien du XIVe siècle, il avait déjà dans son gène, dans sa génétique intellectuelle, l'idée qu'il ne fallait pas qu'il se fasse prendre. Il fallait dans les villes franches, etc., alors il fallait qu'il soit insaisissable par les pouvoirs territoriaux, en fait, c'était ça, notamment les grands pays, les pouvoirs des grands pays. Il pouvait prêter au roi d'Espagne, il pouvait prêter au roi les banquiers génois pouvaient prêter au roi de France, etc., ok, mais pas se faire coincer territorialement. Et la mondialisation, c'est vraiment construit contre le territoire. Je crois que c'est ça le fond de l'affaire. Et aujourd'hui, ces pouvoirs territoriaux, face à la mondialisation, on voit bien qu'ils sont faibles, ils n'arrivent pas à saisir le truc. Bon, et au fond, face à la mondialisation, je pense que c'est le territoire aujourd'hui qui est le véritable face-à-face. Hein. Et donc, je crois qu'il y a un vrai jeu entre l'économie mondialisée et l'économie territorialisée. C'est là où est la mine d'emploi, que la grande industrie, elle se concentre toujours, les grands services aussi, ils font des grandes distributions, ça réduit. Voilà, je pense que dans ces domaines-là, il y a une marge. Au BIT, vous n'avez pas une seule personne qui travaille sur l'agriculture. Dans la trilogie des pouvoirs, c'est les 3 collèges, il n'y a pas d'agriculteurs. Il n'y a pas une personne qui s'occupe de l'emploi agricole, c'est 40% de l'emploi mondial, mais il n'y a pas une personne qui s'en occupe, donc il ne le voit pas, simplement. Il s'occupe des salariés de l'agriculture, ce qui est quand même pas l'agriculture, c'est une toute petite partie de l'agriculture. Donc je crois qu'il faut absolument déconstruire cette idée complètement centralisée de la mondialisation et essayer de la repenser aux échelles, en fonction des secteurs. Voilà. Et donc, c'est cette doctrine OMC, au fond, qui est un vrai problème. Je veux dire. Cette idée, l'OMC, c'est quoi? C'est production de masse, distribution de masse, consommation de masse. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Pour l'agriculture, c'est exactement comme ça. Voilà. Et donc, il faut arriver à cantonner cette économie, à l'empêcher de bouffer tout, et donc de faire renaître ces économies territoriales. Elles existent, hein, de toute façon, et surtout s'il y avait des politiques qui pouvaient les pousser, les défendre, les protéger parfois, je pense qu'on s'en tirait beaucoup mieux.